Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cyclisme Performance. Je suis Maxime Frémaux et aujourd'hui je reçois Alexandre Maître, un tout jeune diététicien nutritionniste, et donc nous allons aborder le sujet de la nutrition dans le cyclisme. Salut Alexandre, bienvenue sur le podcast Cyclisme Performance, merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Maxime, merci pour ton invitation, ça fait plaisir. Donc du coup on va direct rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Peux-tu te présenter et expliquer en quelques mots ton parcours universitaire ? Ok, c'est parti. Donc je me présente, je m'appelle Alexandre Maître, j'ai 21 ans, je suis diététicien nutritionniste spécialisé dans le sport et plus particulièrement les sports d'endurance, sport collectif, sport d'endurance. Mon parcours universitaire en quelques mots, j'ai un bac ES parce que le bac ça fait pas si longtemps que ça au final, et puis après je me suis orienté vers la diététique, donc j'ai fait une prépa remise à niveau scientifique d'1 an, puis le BTS diététique qui est l'une des deux voies pour devenir diététicien, avec une option spécialisation dans le sport qui me permettait d'avoir des bases supplémentaires. Donc à l'issue du BTS, j'ai été diplômé diététicien, donc à l'issue des 2 ans. Je suis diplômé depuis fin septembre au final, donc c'est assez récent. On peut dire que je suis jeune diététicien. Et puis à côté de ça, je suis encore un cursus universitaire un peu plus light cette année. Je suis un diplôme universitaire activité physique, nutrition, santé à l'université de la Sorbonne à Paris pour pouvoir être reconnu diététicien du sport à part entière et puis avoir 2 compétences supplémentaires dans le domaine. D'accord, ok. Et donc du coup, t'es pratiquant cycliste ou plutôt sport d'endurance, course à pied ? Alors j'ai commencé le cyclisme il y a 13 ans maintenant. Donc je Ok. suis issu d'une famille de cyclistes. Le cyclisme n'a pas trop de secret pour moi. J'ai pratiqué la compétition pendant 11 ans. Là, ça fait 2 ans maintenant que j'ai même du mal à faire du vélo tout simplement à cause des études, à cause du travail. Mais j'ai toujours un vélo dispo chez moi ou chez mes parents si jamais j'avais envie d'en faire. Mais pratiquant quand même assez sérieusement depuis une grosse dizaine d'années, quoi. Ouais, donc tu peux tester les protocoles sur toi, tu sais ce qui peut fonctionner sur un cycliste ou non en fonction. On va pas lui dire de manger un repas complet sur le vélo parce que c'est impossible. Bah, disons que ouais, c'est vrai que même si je pratique moins aujourd'hui, j'ai quand même je peux quand même être capable de savoir si ce que je vais proposer est un minimum réaliste ou pas, quoi. Donc c'est quand même un plus quand on veut vraiment se spécialiser dans un sport, surtout le cycliste qui a quand même pas mal de spécificités. Donc ça me permet d'avoir un regard aussi sur ce que je fais, de toujours me dire si c'est réalisable ou pas. Et au niveau professionnel, du coup, tu interviens avec des équipes? Alors, au niveau professionnel, j'ai intervenu, alors en parallèle de mes études, sur la saison 2022, j'ai intervenu avec l'équipe U19 d'AG2R Citroën U19, donc les AG2R Citroën U19 Team. Donc, ça a été, on va dire, mes premières expériences dans le cyclisme et puis directement dans le grand bain, puisque voilà, ça reste dans la maison AG2R, ça reste une structure quand même de performance et d'excellence. Donc, j'ai fait mes premières gammes là-bas, mais on va dire mes premiers suivis de sportifs, mes premiers protocoles où j'ai énormément appris, où j'avais un staff qui était très ouvert, où j'ai des athlètes aussi super matures pour leur âge. Ça restait quand même des coureurs juniors. Et puis cette année, je travaille encore avec une structure féminine sur Nantes qui s'appelle la Team L Pays de la Loire. Donc ça m'intéressait aussi d'aller sur du cyclisme féminin puisque voilà, chacun a ses spécificités et c'était important pour moi de pouvoir y aller dès que possible. Donc j'ai commencé avec eux depuis novembre. Et puis à côté, via mon activité d'indépendant, j'interviens et je vais être amené à intervenir pas mal en 2023 avec l'équipe professionnelle de la team CUC Nantes Atlantique. Donc Ok. l'équipe continentale. Donc ça me permet d'avoir aussi un pied dans le monde professionnel. Et puis l'équipe est à côté de chez moi puisque je suis originaire de Nantes. Et puis aussi voilà avec des choses sympas en perspective pour la saison 2023. Donc tu vas travailler avec un coureur que j'entraîne. Moi, j'entraîne Jordan Jegat qui est à Nantes. Ok, bah super, Du super coup, coureur, très sympa et ouais, et oui. très intéressé en plus. Donc Ouais, c'est ça. Il est très, très curieux et très demandeur sur ouais. le côté nutrition et entraînement. Donc, Mm, c'est mm. super intéressant de bosser avec lui. Ouais. J'ai pu les rencontrer sur leur stage de cohésion, c'était en Ouais, il y a novembre. 15 jours. Il y a 15 jours de. Ouais, il y a un peu Non, plus que novembre, en oui. novembre, ouais. Et Ouais, c'est pas vrai celui de la semaine que dernière, endurance. c'est ça. Et c'est vrai que oui, enfin Jordan et d'autres coureurs, même enfin les coureurs professionnels en général sont très curieux de la nutrition. Ça doit être des coureurs pro au final, ils sont toujours à la recherche d'infos. Et du coup, ça me permet de me dire aussi qu'il y a même chez les pros, il y a encore du travail à effectuer, même au niveau nutrition. Donc
soit chez les amateurs ou chez les pros. De toute manière, il y a toujours des connaissances à apporter et puis aussi des choses pratiques à mettre en place sur le terrain. Donc, je vais rebondir par rapport à tes dernières phrases. Ma première question, c'est quel est l'intérêt de la nutrition chez le cycliste? Alors, je dirais que la nutrition, l'intérêt de la nutrition chez le cycliste, je dirais déjà que ça permet globalement au cycliste d'être plus performant, puisque on sait que la nutrition aujourd'hui, c'est un des paramètres de performance qui est indéniable. Il y a toujours cette problématique d'apport en glucides, par exemple. On sait que les réserves énergétiques du cycliste, elles sont principalement faites à base de glycogène, qui est donc issu des glucides exogènes qu'on a via l'alimentation. Donc, on se dit qu'à partir de ce moment-là, manger des glucides va nous permettre de faire des stocks énergétiques et de possiblement aller de plus en plus loin dans l'effort quand on instaure une réelle routine d'apport alimentaire aussi sur le vélo. Donc, c'est vrai que la nutrition, j'aime bien la diviser en deux parties. Il y a la nutrition de l'effort qui a ses caractéristiques et puis la nutrition domestique, celle de la maison. Donc, les différents repas principaux qui sont tout aussi importants pour des problématiques de récupération et aussi de mise en réserve justement de glycogène, de stock énergétique pour l'effort. Ouais, du coup, moi j'illustre toujours un petit peu cet exemple de la nutrition auprès des coureurs que j'entraîne, en leur disant de pas négliger cet aspect parce que c'est comme si que tu avais une Formule 1 et que tu n'apportais pas le carburant. Du C'est coup, c'est ça. bien beau d'avoir le plus gros moteur du peloton, mais si à mi-course, ton réservoir est vide, bah, à la fin de course, tu vas faire une placette. À côté de toi, des coureurs qui seront moins bons en termes de watts peuvent faire une meilleure place parce qu'ils ont apporté plus de carburant, ils ont compensé. Donc, je prends toujours cette illustration-là parce que c'est le plus parlant et c'est direct le truc qu'on imagine facilement, mais c'est clairement ça. Bah, c'est vrai, Maxime, tu as raison. Moi, c'est l'image que j'ai très vite aussi utilisée, celle des glucides en guise de carburant un petit peu, enfin la nutrition globale, mais aussi pas mal les glucides, et de leur dire que globalement, s'ils apportent pas ce qu'il faut sur le vélo et en dehors, s'ils apportent pas assez de carburant, comme tu dis, eh ben on a beau être une super machine bien rodée, on n'est pas intouchable et les hypoglycémies, les manques d'énergie dès le départ peuvent directement avoir des impacts néfastes sur la performance. Ouais, c'est clairement, il faut pas du tout négliger la partie nutrition. Si elle C'est est négligée, l'aspect performance va être très largement influencé. Bah, disons que dès qu'on arrive à un certain niveau de performance, que ce soit chez les jeunes ou même au niveau pro, c'est un paramètre qui est obligatoire. Il y a certains amateurs qui peuvent faire sans parce que physiologiquement, ils ont un moteur, comme on dit, et puis il y a moins ce besoin de faire des différences. Mais dès qu'on arrive avec la volonté de faire de la performance à un peu plus haut niveau, mettre la nutrition de côté, c'est vraiment une erreur qui peut être fatale et puis qui peut justement justifier des mauvaises performances sur une saison entière. Ouais, donc en résumé, on va dire des courses de en dessous de 2 heures, 2 heures et demie. L'aspect nutrition, entre guillemets, peut être légèrement négligé, parce qu'avec les réserves hépatiques, on peut peut-être se débrouiller, mais dès qu'on attaque des courses de longue durée, l'aspect nutrition est ultra important. C'est ça, on a des stocks, ça dépend des athlètes. Plus l'athlète est à un certain niveau, plus il est en capacité de mettre en réserve du glycogène au niveau musculaire et hépatique. Donc c'est vrai c'est toujours compliqué, mais en faisant une moyenne, on sait que le sportif peut à peu près avoir 1 heure et demie sans vraiment d'apport de glucides exogènes et réaliser un effort quand même soutenu à peu près 70-80% de la fréquence cardiaque maximum. Néanmoins, ça reste quand même, même sur des efforts de 2 heures et demie, on risque quand même en fin de course, sans aucun apport, de louper peut-être la bonne échappée, de pas être en capacité de faire les derniers efforts pour aller jouer la gagne. Donc, je dirais que dès que les efforts font déjà 1 heure et demie, il est nécessairement de réfléchir à une stratégie pour avoir au moins un ou deux apports. Et je pense que chez le cycliste, on a une chance quand même d'avoir des problématiques de logistique en moins comparé à la course à pied. On peut avoir des bidons, on a des poches, et c'est quand même plus simple de s'alimenter. Disons qu'il y a moins d'excuses. Je pense que c'est surtout un problème de connaissance et, chez les cyclistes de manière globale, de savoir qu'il faut manger, d'essayer de périodiser un petit peu l'apport sur le vélo. Je pense que c'est surtout un manque aujourd'hui de connaissances et peut-être encore d'idées reçues dans le cyclisme qui domine beaucoup. Ouais, j'allais te dire, la nutrition, c'est plus un sujet tabou. Les cyclistes, c'est toujours un petit peu le côté être affûté. Il y a toujours un petit peu l'amalgame entre le mot affûtage en mode entraînement, où tu te dis la semaine d'affûtage, c'est là où on réduit la charge d'entraînement, donc pour bien assimiler les charges et, entre guillemets, faire du jus. Et être affûté physiquement, où c'est être le plus mince possible. Voilà,
je suis passé par là et je sais ce que c'est d'avoir les veines apparentes, etc. Et là, tu te dis, t'es affûté, donc du coup, c'est tabou. Quand moi, je vois des coureurs qui t'envoient en photo, ah bah, je fais le job, ils mangent une salade le matin avant un gros entraînement ou juste après un gros entraînement, ils mangent une salade. Tu te dis, il y a très peu d'apport glucidique, mais c'est tabou parce qu'en fait, on a l'impression que tu es dans la culture du poids et le fait que tu te dises que tu vas manger beaucoup, bah, tu vas plus prendre de poids que. Et tu vois, c'est vraiment ce sujet-là qui est compliqué où tu te rends compte qu'il y a encore des barrières psychologiques sur le côté nutrition et qu'on est assez fermé. Bah, disons que je pense que même pour quelqu'un qui est pas athlète, c'est vrai qu'avec la démocratisation de la nutrition sur Internet, sur les réseaux sociaux, chez les sportifs aussi, on va dire les sportifs professionnels communiquent de plus en plus là-dessus. Et je trouve que d'un certain côté, il y a quand même une diabolisation grandissante des glucides, par exemple, qui est quand même la source principale d'énergie. Et les sportifs vont se dire, bah, faut pas que j'en consomme de trop parce que bah, je vais grossir, je vais pas être au poids que j'espère. Et c'est vrai que moi, avec les premières expériences que j'ai, que ce soit avec les équipes auxquelles j'ai travaillé ou même les sportifs indépendants, je me rends compte qu'ils consomment pas assez de glucides et de loin. Et pourtant, quand on leur explique, ils se disent, bah oui, mais là, je jobe pas, je vais prendre du poids, c'est pas bon. Et pourtant, on sait que ne pas manger assez de glucides, ça va directement répercuter les capacités de l'organisme à assimiler déjà des glucides de manière générale, que ce soit sur le vélo ou même en dehors. Ça va également jouer sur la récupération, les resynthèses en glycogène. Et du coup, ça joue à long terme sur la santé et aussi la forme physique de l'athlète. Et c'est vrai qu'il y a cette diabolisation et c'est encore même compliqué aujourd'hui, même quand on est diététicien, de faire comprendre ce genre d'infos aux athlètes, que ce soit aux cyclistes ou aux autres. Et on se retrouve face à des athlètes qui peuvent consommer très difficilement 4 grammes de glucides par kilo de poids de corps, alors que pour donner une image, il faudrait être déjà, pour les athlètes d'endurance en journée d'entraînement, il faudrait être petit minimum à 6 et on peut monter jusqu'à 8, 9, voire 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Et en réalité, on est encore très loin. Ouais, donc au final, on va dire une alimentation limitée au quotidien va limiter la performance à plus ou moins court terme. Mm. On va dire au début, tu peux te débrouiller avec le peu de réserve que tu as encore, mais sur le moyen terme, bah, en fait, de peu manger ou pas manger en quantité suffisante fait que il y aura des difficultés à performer, à récupérer, et là, tu auras des différences de niveau entre celui qui mange de manière correcte et celui qui se sous-alimente entre guillemets. Tout à fait, c'est vrai que là, on rentre dans la période où il y a pas mal d'athlètes qui font des stages d'endurance de 1 à 2 semaines. Et les athlètes que j'ai pu suivre qui sont dans ces phases-là, j'insiste au quotidien sur le fait que à chaque repas, faut profiter de cette fenêtre pour se recharger en glucides. Je dis pas qu'il faut se forcer, mais faut être assez rigoureux là-dessus. Et il y a quand même beaucoup de solutions aujourd'hui pour consommer des glucides. Il y a les féculents d'un côté, il y a aussi certains desserts qui sont certes sucrés, mais pas forcément gras, donc qui sont pas forcément de mauvaise qualité. Et du coup, j'essaie de les orienter vers ce type de choix en parallèle aussi de mener une nutrition de l'effort, donc à chaque entraînement d'avoir des apports petit minimum aux alentours de 60 grammes de glucides par heure. Aujourd'hui, c'est un peu, on va dire, quand on démarre, essayer d'aller vers cet objectif. Et c'est vrai il y a beaucoup d'athlètes. De mon expérience chez AG2R, par exemple, c'était des coureurs juniors ou même des sportifs indépendants que j'ai aujourd'hui. C'est des coureurs qui étaient soit à 0, soit à 30 grammes et qui, encore une fois, le faisaient pas par manque de moyens ni par manque d'envie, mais par manque de connaissances, par manque d'enjeu de ce qu'est des apports durant la nutrition. Et c'est vrai que moi, j'aime bien parler de ça parce que quand j'étais coureur junior, où j'ai côtoyé un peu le haut niveau, j'étais, on va dire, tout ce qui se faisait de plus mal au niveau nutrition de l'effort. Donc, à l'entraînement, je consommais pas de glucides ou très peu, je prenais des sirops. Et je me disais, par contre, en course, je mets le paquet, je prends des gels, des barres, je fais pas d'erreur. Et au final, c'est hyper contre-performant puisque la semaine, du coup, j'ai pas de nutrition adaptée. J'étais souvent sujet à aussi des maldigestions, des malabsorptions parce que mon organisme n'est pas non plus n'est pas habitué. Et puis, je récupérais très mal sur la semaine, donc c'était globalement comment essayer de justifier aussi des contre-performances après avoir du recul et les connaissances. Et beaucoup de Là, sportifs sont sujets à ça aujourd'hui, malheureusement. je te rejoins complètement sur le côté nutrition. Moi, le premier, j'étais un petit peu comme toi et
Et avec les coureurs que j'entraîne, lorsque j'ai commencé, tu vois, à m'intéresser un petit peu sur le côté nutrition, j'étais resté sur ce que j'avais appris à la fac, 50-60 grammes de glucides Mm. par heure. Et en fait, là, tu te rends compte que dès que tu comptabilises un petit peu les glucides à l'entraînement, ils prennent 2 bidons pour 4 heures avec. S'ils prennent du sirop, il n'y a pas beaucoup de glucides. S'ils prennent de la poudre, tu te rends compte qu'au final, sur 2 ou 3 heures de vélo, ils apportent que 50 grammes sur la globalité. Et s'ils mangent 1 ou 2 barres, parce qu'ils ont bien mangé le midi, en fait, tu te dis, ils n'ont pas amené assez de carburant par rapport à ce qu'ils ont consommé. Et après, tu te dis, voilà, ils rentrent un petit peu cramés en fin de séance d'endurance. Bah ouais, mais au final, c'est logique parce que le carburant est limite sur la fin. C'est ça, tout à fait. J'aime bien. J'ai une expérience assez parlante avec AG2R à ce sujet. C'est vrai que le premier stage d'entraînement que j'avais pu faire en Espagne, j'avais justement avant planifié vraiment des apports glucidiques pour chaque entraînement. On était sur déjà du 50-60 grammes. C'était quand même pas des choses. Enfin, on est vraiment sur les bases. Et du coup, je disposais sur la table à chaque fois ce dont les coureurs pouvaient avoir durant la séance. Et les coureurs me disaient, mais j'ai jamais mangé autant, je finirai jamais tout. Et on se rend compte qu'à la fin des séances, les sportifs consommaient tout, étaient même demandeurs les séances d'après d'avoir peut-être quelque chose en plus parce que du coup, on a aussi le corps qui s'habitue à avoir des apports. C'est aussi quelque chose de confortable pour lui. Et du coup, je me rends compte que, encore une fois, c'est vraiment un manque de connaissances plus que autre chose, puisque à partir du moment où les coureurs ressentent aussi ce bien-être sur le vélo, apprécient l'effort parce que du coup, le fait de piocher dans les réserves, ça rend aussi l'effort moins confortable. Et le but de l'entraînement, c'est pas non plus de que ce soit inconfortable au quotidien. Et du coup, ils prennent progressivement des bonnes habitudes, mais faut mettre les pieds dedans, faut se forcer un peu, faut se faire une routine, faut pas hésiter aussi à demander conseil à son entraîneur ou à un spécialiste. Et il faut un jour se dire maintenant je commence, j'essaye de voir des apports réguliers, mais c'est pas facile au début, ça peut faire un peu peur, on peut se dire je mange beaucoup trop, quoi. Ouais, non, c'est ce que j'essaye d'avoir avec mes coureurs, tu vois, c'est de la pédagogie. Leur expliquer, par exemple, juste de lire les étiquettes des barres, des gels. Comme ça, en fait, tu calcules un petit peu grossièrement tes glucides, mais à partir de là, tu peux te dire, bah tiens, je veux tourner à 50 grammes par heure. Bon, bah voilà, tu prends le gel, je prends la marque Mortine, il y a un peu plus de glucides que les autres. Bon, bah celui-là, tu peux te permettre de prendre qu'un gel sur l'heure parce que ça t'apporte des glucides plus ton bidon. Par contre, si tu prends telle marque qui t'amène que 22 grammes, bah ça sera plus 2 gels ou 2 barres, plus un bidon. Et voilà, d'essayer d'avoir je leur dis une réflexion, de se dire, voilà, d'être partie prenante de leur nutrition et de se dire pourquoi on leur donne, pourquoi on leur demande de prendre des glucides et pas juste, prends 3 barres. C'est pas, si c'est juste leur dire prendre 3 gels pendant l'entraînement, ils vont le faire bêtement, ils vont enchaîner, etc. Alors que je préfère qu'ils aient une démarche pédagogique de lire leurs étiquettes. Et ça permet surtout le jour où ils achètent une autre marque de se dire, bon, bah voilà, en fait, cette marque-là, je la digère peut-être un peu mieux, mais attention, elle a très peu de glucides et il va falloir que j'en prenne 1 ou 2 en plus pour avoir mon quota, on va dire, quota au niveau de l'heure. Tout à fait. J'essaye toujours, au niveau des athlètes, je conseille toujours déjà de varier. Il y a beaucoup d'athlètes qui vont rester sur des gels, que ce soit entraînement ou compétition. Alors, en soi, si l'athlète tolère, pourquoi pas. Après, moi, je pars du principe qu'il faut aussi essayer de changer, de se diversifier pour permettre de un à l'organisme de tolérer autre chose que des gels, qui sont déjà pas la chose la plus facile à tolérer parfois. Et puis de rendre ça un peu ludique, d'aller sur des fois des bars. Il y a des préparations faites maison qui sont très simples aujourd'hui à faire, telles que des gâteaux de riz. C'est vrai que c'est un sujet que tu voulais aborder tout à l'heure, mais on peut faire des gâteaux de riz salés et sucrés qui sont très bien, très faciles à consommer sur le vélo et en apport glucidique qui sont tout à fait corrects. Il y a des banana bread, il y a des petits gâteaux, il y a plein de trucs et c'est vrai que comme tu dis, c'est vraiment une pédagogie à amener. De un, leur apprendre à lire des étiquettes, à retrouver où est-ce qu'on voit quel type de glucides est dans la barre, souvent c'est dans les ingrédients, si c'est que du glucose, si c'est des fois quand je vois que les athlètes sont un peu plus curieux, on rentre dans les détails, mais déjà de trouver la quantité de glucides dans le gel, c'est déjà primordial et des fois les coureurs ne savent pas le faire. Et ensuite de pouvoir être capable de calculer, comme tu dis, ce qu'on va ingérer dans l'heure. Ouais, la question que j'avais prévu de te poser, c'est par rapport à une question récente d'un de mes coureurs qui m'a posé la question si, au final, si mixer sucré et salé à l'entraînement et en compétition, est-ce que ça avait une incidence sur le côté nutritionnel? Donc moi, avec les connaissances limitées en nutrition, je lui ai dit, bah, je vois pas l'inconvénient du moment que ça apporte des glucides, parce que je dis en fait sucré ou salé, c'est plus côté goût et pour lui en fait, pouvoir Mhm. mixer, se dire pas saturé ou être dégoûté
Et je lui dis, voilà, c'est plus à côté de toi, à côté de ça, de toi, de te dire, bah, est-ce que je supporte de manger du salé en plein effort, un effort intense, et peut-être sucré, ou voilà, je lui dis, c'est plus du ressenti personnel qu'autre chose, du moment qu'il y a les glucides qui sont présents. Tout à fait. Alors c'est vrai que, excuse-moi, la question de salé sucré à l'entraînement et en compétition, c'est une question déjà assez personnelle parce que il faut que le corps apprécie ça. C'est vrai que manger salé, des fois, ça peut être rebutant d'entrée de jeu. Et des fois aussi, ça peut être une très bonne stratégie justement pour avoir des apports un peu de meilleure qualité. On sait que par des températures chaudes, la sueur est abondante. On peut perdre de 1 à 3 litres par heure. Et manger salé, ça peut être d'augmenter aussi ses apports en sodium qui permettent de retenir justement cette eau, de diminuer un peu, on va dire, l'effet de sueur et de retenir les fluides qu'on ingère durant l'effort. Et du coup, augmenter cet apport en sodium, ça peut passer de 1 par manger plutôt salé. Donc il existe des très bonnes alternatives aujourd'hui, des rice cakes qui se font beaucoup dans le vélo, donc des gâteaux de riz qu'on peut faire salé tout simplement avec du jambon mixé, avec ça peut être aussi aromatisé avec à la tomate, des choses comme ça, mais toujours avec le riz en composante principale, donc du coup l'apport glucidique en tant que tel ne change pas, que ce soit salé ou sucré. C'est vraiment une histoire de goût. Et puis du coup, une histoire aussi d'apport de sodium. Il y a beaucoup de cyclistes qui enrichissent leur bidon en électrolytes, en sodium. Au final, ça revient un peu à la même chose, sauf que là, on est plutôt sur de l'apport solide. Donc il y a aussi des barres beurre de cacahuète, un peu salé, mais ça n'a pas d'incidence pour moi directement sur la performance. Ça permet pas d'être mieux ou moins bien. L'apport glucidique est quasiment le même. C'est plutôt un ressenti et ça permet surtout de varier encore une fois pour que l'athlète ne se lasse pas et peut-être mettre la main à la poche un peu plus souvent. Ça peut être une stratégie dans ce sens-là aussi. Ouais, pour le côté pince et sel dans le bidon, j'avais à l'époque j'avais Jean-Jacques Menuet en médecin du sport et lui Mm. m'avait conseillé de mettre une pincée de sel par 10 degrés, donc dès qu'il fait chaud, il me dit voilà, en dessous de 20 degrés, peut-être pas forcément, mais dès qu'on dépasse les 20, du coup deux pincées de sel et dès qu'on est au 30, trois pincées de sel pour compenser, on va dire, les pertes liées à la transpiration. Ouais, tout à fait. C'est une bonne stratégie, d'autant plus que aujourd'hui, on se rend compte que il y a quand même pas mal de boissons de nutrition de l'effort qui sont encore un peu sous-dosées en sodium. Euh, il faudrait que par bidon, on soit à 500 mg de sodium, ce serait déjà une bonne base. Il y en a pas mal. Aujourd'hui, on est entre 200 et 300. Et du coup, sous forte température, on se retrouve face à des athlètes qui vont mettre une boisson d'effort plus des électrolytes dedans, donc une boisson très concentrée en minéraux et du coup pas forcément facile à absorber parce que quand on enrichit en électrolytes, on met aussi du magnésium, on met du potassium, on met d'autres minéraux, ça peut déséquilibrer un peu notre milieu intérieur, provoquer des douleurs digestives. Donc essayer d'avoir une boisson déjà de base qui est bien dosée en sodium sans augmenter forcément les autres minéraux. C'est une bonne base. Donc soit enrichir par nous-mêmes, ou soit faire attention à l'étiquette, à trouver des boissons d'effort vraiment un peu mieux dosées, on va dire. Ouais, d'où l'intérêt d'être pédagogue et de Tout à lire fait, les ouais. étiquettes, d'être curieux. Et en fait, bah, tu prends une marque, t'essayes, tu fais une fiche et puis tu t'ajustes, tu compares avec la prochaine pour voir si ça peut te convenir et vraiment adapter parce que, bah, comme l'entraînement, en fait, chacun réagit différemment. Donc certains vont supporter, tu peux changer de boisson, tu peux changer de goût, ils peuvent limite switcher en termes de quantité de glucides sans avoir trop de problèmes intestinaux et d'autres qui à peine vont prendre quelque chose, les problèmes intestinaux vont très vite arriver et fin de la course, quoi. Ah, c'est tout à fait ça. C'est vrai que dans un collectif de cyclistes aujourd'hui, on se rend compte que chacun évolue de manière différente, que ce soit de mon expérience chez AG2R où je me suis retrouvé pour une stratégie nutritionnelle devoir la modifier en trois ou quatre formats parce que bah, tel athlète ne supporte pas telle boisson ou tel athlète n'arrive pas à consommer ça. On est obligé vraiment de s'adapter. Et ça, je sais que dans les équipes professionnelles, c'est encore plus au millimètre. Chaque athlète a un peu sa routine et que ce soit aussi mes échanges via aussi l'équipe de Lucidante Atlantique où on se rend compte que les athlètes au fur et à mesure ils grandissent, ils testent des choses et il faut être capable aujourd'hui de savoir vraiment ce qui nous correspond puisque nous en tant que diététiciens quand on intervient dans ces équipes, il faut que le corps soit sûr de ce qui lui convient pour qu'on puisse après lui recommander telle ou telle stratégie. Parce que des athlètes qui vont pas forcément savoir, qui vont toujours être sur la même routine, à partir du moment où on va changer un peu les produits, bah, on s'expose à de grands risques de forcément de problèmes digestifs, de non-goût et de forcément du coup une stratégie qui a impacté directement. Et c'est vrai que Et donc, du coup,
pour rebondir à ça, Non, vas-y, termine. pour rebondir à ça, je sais que Cycliste Performance avait proposé une formation sur la nutrition que j'avais suivi un petit peu et proposé des outils super adaptés aussi pour suivre un peu sa consommation. Et à l'époque, ça m'avait un peu conforté dans ma démarche puisque chez AG2R, par exemple, j'avais créé un tableau et qui peut être très bien reproductible chez les sportifs, chez eux. Un tableau qui reprenait, on va dire, tout ce que le sportif dispose de chimie en termes de nutrition de l'effort, avec des apports, avec l'apport glucidique par quantité. Et le but, c'était que l'athlète, une fois qu'il rentre chez lui, via son tableau Excel, il reporte juste en termes de quantité ce qu'il a pris et ça lui calculait via une somme puis divisée par la durée de l'entraînement. Ça lui a apporté du coup les quantités de glucides par heure et il pouvait même mettre un commentaire en disant est-ce que je l'ai bien toléré ou pas, et ça peut justement après de se faire une traçabilité des choses et de savoir ce qui nous correspond ou pas. Ah ouais, ça, tu vois, j'ai pas mis en place. Moi, j'ai mis en place plutôt, quand j'ai commencé à aborder le sujet nutrition avec mes coureurs, je leur ai posé un peu les questions des gels, des bars ou des boissons qu'ils consommaient à l'entraînement et en compétition. Et en fait, à partir de là, tu vois, j'ai été rechercher les quantités de glucides et en fait, j'aurais proposé un tableau en disant, voilà, ce que tout le monde prend et du coup, ça permet à chacun de se dire, bah tiens, telle marque, c'est tant, donc si je veux. Mais j'avais pas été jusque-là de se dire, bah tiens, en fait, limite avec des listes déroulantes, j'ai pris 3 gels de telle marque avec telle boisson, 2 bidons, et en fait te dire, bah tiens, sur 3 heures, ça fait une consommation moyenne de tant de glucides par heure. Non, alors que ça va vite à faire, ouais. Je pense que je vais faire ça pour les aider à les sensibiliser sur le fait que déjà 50 grammes de glucides par heure, je suis pas certain qu'ils le fassent tous, et grâce à ça, en fait, on va dire, ils seront au pied du mur de se dire, ah bah en fait, je pense avoir beaucoup consommé, beaucoup mangé, beaucoup bu, et au final, j'ai que 40 grammes de glucides sur 3 heures par heure, Ouais, c'est ça. et je suis trop bas, quoi. Ce qui est bien, c'est que pour toi, en tant qu'entraîneur, ça te permet déjà de suivre un peu parce que l'objectif, c'est que le tableau, alors, ça permet de les responsabiliser. Grosso modo, C'est ça. les athlètes rentrent chez eux, ils doivent se reporter à ces petits exercices qui prend grosso modo 1 minute et ça va permettre déjà de se dire, bon, bah, aujourd'hui, j'ai consommé peut-être que 30 grammes par heure. Bon, c'est pas assez, c'était pas l'objectif. Il y a certains aussi qui vont se dire, aujourd'hui, on a fait des tests, j'étais à près de 90 grammes par heure et je tolère mal. En tout cas, je tolère mal avec ce type de produit. Ça peut être du coup de après avoir une réflexion sur la quantité de glucides et aussi les produits utilisés. Donc c'est un document qui est bien quand après l'athlète est vraiment minutieux dessus. C'est pas toujours simple aussi. Ouais, non, mais c'est ça. Après, il faut avoir, c'est comme tout, hein, comme à l'entraînement, etc. Un athlète qui soit impliqué, partie prenante. Moi, c'est dans la démarche que j'ai au niveau en tant qu'entraîneur. Je leur dis, c'est une collaboration. Je donne pas juste des programmes pour qu'ils s'améliorent. J'ai besoin de leur retour, j'ai besoin d'échanger avec eux pour que on fasse quelque chose d'efficace. Donc pour la nutrition, c'est pareil. Si c'est juste prendre bêtement ce que je leur dis et aller rouler et le faire et puis pas avoir de recul, pas avoir de compréhension sur ce qu'ils font, dans tous les cas, ça tiendra pas sur le long terme. Donc, euh, donc c'est vraiment, voilà, faut qu'ils soient partie prenante. Donc certains vont vite adhérer, d'autres, voilà, il faut leur prouver par A plus B plus C l'intérêt de tout ça. Mais au final, voilà, c'est que chacun doit s'y mettre pour que ça, de toute façon, c'est pour eux. C'est pas pour moi, c'est pas pour me faire plaisir de le fait de manger plus de glucides. C'est pour leur intérêt personnel. C'est ça, et puis on sait qu'aujourd'hui, que ce soit pour les sportifs, enfin la nutrition pour moi dans le cyclisme, c'est peut-être le sport quasiment où la nutrition de l'effort est le plus développée. C'est vrai que le triathlon pas mal aussi. Et du coup, au niveau amateur, rien que chez les jeunes, on a déjà un peu une sensibilisation. Aujourd'hui, on voit très peu d'athlètes partir en compétition les poches vides. Je pense que ça existe peut-être même plus. Chaque sportif a au moins la réflexion de se dire, je prends quelque chose, même pas sûr qu'il le consomme, mais a toujours cette réflexion. Mais c'est vrai qu'on est quand même encore aujourd'hui sur des bases et qu'il faut consolider pour essayer d'aller sur quelque chose d'un peu plus qualitatif. Parce que, comme tu dis, l'athlète, c'est pour lui, c'est pas pour nous. Mais c'est aussi de se dire que à côté, les adversaires vont le faire. Donc, c'est dommage parce que c'est même pas une question d'entraînement, c'est une question un peu de rigueur. Et de se dire que si on n'a pas cette rigueur-là, déjà, on part avec 10, 15, 20% de chance en moins de performer que les adversaires qui vont peut-être faire cet effort en plus, quoi. Non, bah, je peux te confirmer, j'ai fait des déplacements l'année dernière dans des régions ultramarines, départ de course à 8 ou 9 heures du matin, et j'ai regardé par curiosité. Je peux te dire qu'il y a des coureurs qui partent les poches vides. Ah oui, il y en a qui partent un peu, ok. Qui Bah, partent les poches vides et avec un déjeuner, quand tu poses la question, qui est très limite pour moi.
Et en fait, tu te dis, bah, en fait, à côté, celui qui a les poches pleines et qui, s'il mange après ce qu'il a dans les poches, bah, déjà, en fin de course, il a plus de chances de performer que celui qui est à côté, qui a 3 heures, les courses faisaient 100, 120 km, tu vois. Donc, Ouais, bah et oui, tu te oui. dis, il part avec les poches vides. Ok. Bah, c'est indéniable que, Pour moi, c'est un manque de pédagogie et un ouais. manque d'explication. En fait, c'est pas pour faire beau. Mm. C'est pas pour faire comme les pros, entre guillemets, d'avoir les poches pleines. Non, mais ça revient un peu à la problématique qui est toujours la même. Comme je te disais, c'est aujourd'hui un manque de pédagogie, un manque de connaissances et puis des idées reçues. Encore une fois, il y a encore il y a encore des encadrants qui fonctionnent avec des vieilles méthodes qui sont dans l'esprit de pas d'avoir zéro apport à l'entraînement, par exemple, pour, j'ai envie de dire, c'est un peu barbare, mais pour endurcir le corps. Enfin, c'est au final, quand on prend d'un point de vue scientifique, c'est complètement absurde de réfléchir comme ça, puisque en aucun cas, on endurcit son corps sur des sorties 3-4 heures sans manger, on s'affaiblit plus qu'autre chose, et puis ça même, du coup, on se risque à mal récupérer, et puis forcément à être très fatigué en fin de semaine. Donc du coup, moi, ça me permet d'aborder une autre question. On a parlé que la nutrition, elle doit être individualisée en fonction de chacun, en fonction des ressentis, en fonction des, on va dire, du côté intestin, la digestion, etc. Et donc pour toi, selon toi, euh, quels sont les éléments à maîtriser, tu vois, les éléments clés à maîtriser pour une bonne nutrition au quotidien? Et voilà, les BABA qui fonctionnent pour tout le monde et les petites astuces ou voilà, les petits tips. Alors déjà, je pense il faut d'abord voir dans son assiette au quotidien. Premièrement, c'est la nutrition en dehors des repas qui est simple pour tout le monde au final à mettre en place, qui est assez classique. C'est des choses qu'on rabâche énormément. C'est manger des féculents à chaque repas, moduler sa quantité de féculents en fonction de ses jours d'entraînement. C'est-à-dire que si on va faire 5 heures le mercredi, on va manger plus de féculents que si on était en jour de repos le vendredi. Néanmoins, le vendredi, il nous faut des sources de féculents à chaque repas, des sources de glucides plus généralement. Donc ça, c'est déjà le b.a.-ba, d'avoir vraiment une source identifiée à chaque repas et de moduler en fonction du volume d'entraînement. Ensuite, je dirais qu'il y a l'hydratation à mettre en place. C'est pareil, c'est un b.a.-ba, c'est pas compliqué, ça coûte pas grand-chose. C'est d'avoir au quotidien une hydratation convenable, que ce soit durant l'effort ou en dehors, que ce soit chez soi, au travail, à la maison, en journée de repos. S'hydrater convenablement, toujours de boire facilement son litre et demi par jour. Je pense que c'est facile. On prend une bouteille d'1,5 litre au départ de la journée et à la fin, il faut qu'elle soit vide. C'est un moyen technique assez simple. Après, je pense que il y a le côté nutrition de l'effort forcément à valider. On le disait, d'essayer d'instaurer une routine nutrition. De se dire pour telle ou telle sortie, il me faudrait un apport basique d'à peu près 60 grammes de glucides. Et de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai chez moi pour manger sur le vélo, regarder et d'essayer de vraiment de construire sa stratégie autour de ça pour avoir des apports suffisants. Donc c'est simple aujourd'hui, 60 grammes de glucides, ça représente quasiment un bidon de boisson énergétique, plus une barre céréalière ou un gel énergétique, on est déjà pas très loin des 60 grammes. Donc pour ça, il faut, pareil, quelque chose qui est très peu pratiqué encore, essayer d'instaurer au maximum une boisson énergétique, une boisson isotonique de préférence sur le vélo. Donc une boisson qui nous apporte des glucides, qui nous apporte des minéraux et notamment du sodium, et d'avoir ça quasiment à chaque entraînement. Ça permet d'ingérer facilement des glucides. Et puis l'eau, c'est important, mais c'est pas énergétique. Ça ne nous permet pas de restaurer, de d'épargner du glycogène ou quoi que ce soit. Ça nous apporte pas d'énergie. Et donc forcément, c'est pas le plus performant à l'entraînement. Je dis pas qu'il faut bannir l'eau, mais il faut essayer de faire au moins un bidon sur deux pour commencer avec de la boisson énergétique. Et progressivement quand même d'aller exclusivement sur la boisson énergétique quand les climats sont pas trop chauds et qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une surhydratation. Donc ça, on va dire, c'est les b.a.-ba déjà. C'est quand je commence avec un athlète, c'est les premiers points que je cible. Et puis troisièmement, j'aimerais rajouter quand même les problématiques de récupération. C'est vrai qu'aujourd'hui, la récupération est peut-être encore un peu négligée chez certains athlètes. On dispose quand même d'une fenêtre, on va dire métabolique, assez raccourcie. On sait que pour une resynthèse efficace de la fibre musculaire, il faudrait des apports en protéines dans les 30 à 45 minutes suivant l'effort. Donc grosso modo, ça veut dire que on arrive de sa sortie,
on prend sa douche et direct, il faudrait pouvoir ingérer une source de protéines. Donc, ça peut être très simple, hein, ça peut être des produits laitiers, du fromage blanc, des yaourts à boire. Pour les grosses sorties, et puis sur un plan pratique, il y a aussi les poudres de protéines type whey qui sont assez simples à mettre en place aussi, qui peuvent être réservées à des plus grosses sorties. Et aussi de rapporter directement des glucides après l'effort. Donc de faire vraiment une véritable collation après l'entraînement quand les repas principaux sont éloignés de 1h30 à 2 heures de la fin de sortie. Je pense que déjà, agir sur ces trois piliers, c'est fondamental. Donc, la nutrition, les apports glucidiques au quotidien, ne pas les bannir et surtout plutôt les augmenter. Je pense qu'on est plutôt sur cette phase-là pour le moment. Et, ensuite, l'apport glucidique sur le vélo, l'apport aussi en minéraux et l'hydratation. Et puis la récupération derrière pour repartir d'un bon pied avec des réserves quasiment mises à jour et remplies pour aller plus loin dans l'effort sur le reste de sa semaine. Ouais, donc pour résumer, hein, tu me corriges si je me trompe, c'est un, avoir une alimentation équilibrée au quotidien. Deux, c'est sur le vélo, manger et boire un minimum de glucides, pour dire être au moins en minimum de recharge glucidique. Et trois, du coup, apporter des éléments pour récupérer. C'est ça. C'est vrai que tu as raison de le redire. Je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est vrai que quand je parlais de l'alimentation domestique à la maison, il est indéniable que avoir une alimentation variée et équilibrée, c'est déjà la base. Je parlais des glucides, mais bien sûr, c'est des apports en fruits et légumes au quotidien, fruits et crus de saison, de varier aussi les sources de protéines, des poissons gras, d'avoir vraiment ce socle. Et je pense qu'il faut vraiment commencer par ça déjà chez le sportif, l'alimentation équilibrée au sens large du terme, avant d'essayer déjà d'optimiser quoi que ce soit. Je vois beaucoup d'athlètes, moi, aujourd'hui, me demander directement quel complément alimentaire utiliser pour être plus fort. Mais à côté de ça, on se rend compte que déjà l'alimentation de base, elle est très mauvaise. Et du coup, bien insister sur le fait que oui, il faut une alimentation variée et équilibrée et faire attention aussi un peu plus du coup aux apports en glucides. Ouais, du coup, tu as anticipé la question que j'allais te poser, c'était sur les compléments alimentaires. Ça, depuis quelques temps, ça a bien fleuri sur Internet avec des pseudo-influenceurs, etc., qui te mettent en avant un complément alimentaire avec ça booste la performance de tant de pourcents, etc. C'est le côté commercial. Et on va dire, les jeunes, on va dire, c'est la solution facile de prendre ça à la place d'avoir une alimentation équilibrée, alors que si tu regardes le côté économique, bah, la poudre ou le complément va te coûter beaucoup plus cher que si tu vas faire tes courses et que tu manges correctement la semaine. Et en mangeant correctement la semaine, tu auras sûrement plus de gains que cette poudre que tu vas prendre après l'entraînement ou au milieu d'entraînement, qui va même pas avoir d'effet ou très peu d'effet. C'est vrai que aujourd'hui, on va dire les lobbies des compléments alimentaires et puis comme tu dis, tous ces pseudo-influenceurs qui gravitent autour nous font pas mal de tort parce que on va dire ils transmettent des connaissances qui sont déjà plus ou moins réelles et puis surtout ils vendent ce type de produit et on se retrouve aujourd'hui avec des athlètes qui sont même moi j'en parle vraiment pour moi qui sont plus renseignés que moi sur certains compléments alimentaires que je connais mais que je maîtrise pas spécialement parce que moi les compléments alimentaires je commence à m'y intéresser parce qu'il le faut mais je pars toujours du principe que le jour où on est sur des compléments alimentaires avec les athlètes, c'est qu'on est en recherche d'optimisation et que on a déjà un socle super solide, que ce soit les repas ou ce soit les apports énergétiques sur le vélo. Et on se retrouve avec des sportifs qui même ne partagent pas notre discours quand on explique que les compléments alimentaires ne sont pas la base de l'alimentation. Moi, je suis un peu démuni des fois face à ce type de discours parce que c'est pas ma philosophie. On n'est pas formé nous en tant que diététicien à pousser les gens vers des compléments alimentaires. C'est vraiment de l'optimisation. Je dis pas que certains sont utiles, mais ça vient après quand même pas mal de choses. Là, on en revient à ce qu'on disait il y a une quinzaine de minutes. Ça reste de la pédagogie et de l'individualisation. Tu vas chercher dans les compléments alimentaires ce que tu n'arrives peut-être pas à apporter par rapport à une intolérance ou quelque chose comme ça. Mm. Mais dans l'idée de base, c'est déjà au quotidien de manger correctement, équilibré. Et derrière, tu n'as théoriquement pas besoin de compléments alimentaires si tu as, si t'as une alimentation variée, équilibrée, qui apporte tous les éléments nécessaires. Tout à fait. Déjà moi je parle du principe déjà pour des sportifs qui sont mineurs, moins de 18 ans, qui sont peut-être au haut niveau, mais qui, voilà, qui n'ont pas encore cette exigence
peut-être du professionnalisme. Les compléments alimentaires ne doivent pas faire partie du régime à part entière. Et peut-être qu'après, je sais on le sait, chez les professionnels aujourd'hui, les complémentaires ont aussi une place importante, mais parce qu'on est déjà dans ces petits pourcentages d'optimisation qui sont nécessaires pour être, voilà, pour être dans le jeu, pour être dans la course. Mais on est chez les pros, on n'est pas chez les amateurs. Donc il faut aussi, les gens ont du mal à faire la part des choses des fois en disant, bah, j'ai vu par exemple Van Aert, il prend ça, je vais prendre pareil. Mais ça aura sûrement pas les mêmes effets parce que bah, typiquement Van Aert, il a déjà eu des bases ultra solides que la plupart des athlètes amateurs n'ont pas. Oui, c'est comme Van Der Poel qui faisait de la pub pour sa marque avec une boisson qui était soi-disant. Mais voilà, c'est le côté commercial Ouais, de vendre une boisson avant qu'elle t'apporte des gains. Moi, au niveau, tu vois, complément alimentaire, je préconise aux coureurs qui commencent à faire des longues sorties ou des sorties intenses, tu vois, un petit shaker de protéines, hein. Du coup, je privilégie la protéine végétale, protéine française, déjà pour la traçabilité, d'éviter d'acheter sur un site exotique. Et tu vois, un complément protéines BCA pour aider à la récupération, mais ça, je leur dis, c'est pas au quotidien, c'est surtout après les sorties longues et sorties intenses ou grosse période d'entraînement pour dire aider à récupérer. Mais sur une sortie récup, je leur préconise pas de prendre une boisson de récup après avoir été fait 2 heures de vélo à basse intensité, c'est complètement inutile. Ta nutrition alimentation va t'apporter ce qu'il faut pour récupérer. Donc, c'est ouais. vraiment le petit coup de pouce sur les grosses sorties. Ouais, tout à fait, je te rejoins. Concernant les protéines, c'est aussi un des compléments avec lequel je travaille parce qu'aujourd'hui, déjà sur un plan économique, ça revient toujours moins cher que d'aller souvent ça revient quand même moins cher quand on met ça au prix par portion qu'aller sur des produits laitiers, etc. En termes d'efficacité, d'absorption, on est quand même sur quelque chose de bonne qualité quand on est sur de la protéine de whey. Et du coup, ça peut correspondre à certaines sorties, donc des sorties très longues ou des sorties qui sont à moyenne durée, mais avec des intensités quand même élevées. Là, on peut aller sur ce type de complément parce que là, pour le coup, je trouve ça vraiment efficace et performant. Mais comme tu dis, c'est loin d'être sur toutes les sorties. Et pour le reste, après, la nutrition au quotidien permet normalement déjà à 95% de refaire les stocks très convenablement et sans supplémentation autre. Et pour les protéines, tu préconises du lait ou de l'eau, pardon, en complément. Alors On mélange. pour On met, mélanger, alors moi pour mélanger, alors ça fait peut-être je vais vraiment au plus pratique, au plus rapide. Moi je préconise de l'eau parce que j'estime que j'estime que le fait de ne mélanger rien d'autre, enfin de l'eau mais du coup qui n'est pas énergétique, qui nécessite pas d'absorption au niveau intestinal, ça permettra du coup d'accélérer le processus d'assimilation des protéines au niveau intestinal. Il n'y aura pas d'autres nutriments qui viendraient se mettre en jeu. Dans le lait, on sait il y a vraiment des lipides en quantité résiduelle, il y a un peu de glucides. Du coup, ça peut diminuer légèrement la vitesse d'absorption. Mais pour des fois justement des problématiques de goût, l'athlète préfère mettre avec du lait et je préfère que l'athlète le fasse avec du lait et qu'il la consomme plutôt que ne la consomme pas du tout quand il y a besoin. d'accord, ouais, donc c'est vraiment au cas par cas. Et puis, Mm. on va dire, moi, sur ce que j'ai testé, je trouve avec le lait, ça fait un peu plus goût milkshake, tu vois, Ouais. c'est plus pâteux, mais un bon petit truc à boire. Alors qu'avec de l'eau, si c'est pas bien mélangé, en Ouais. bouche, c'est toujours Ah, un petit peu ça fait de la pâteux. pâte, ouais, ça fait de la pâte, ouais. Mais c'est vrai Ouais, c'est que ça. c'est, Après, j'ai testé des marques qui, avec de l'eau, ça rendait super bien et que mm, c'était super bon. Et d'autres marques où en fait, t'as beau la mélanger, t'as toujours donc du coup, peut-être trouver aussi sa marque qui correspond ouais, bien. bah Et- on en revient aussi comme à la nutrition de l'effort avec les marques qui nous conviennent ou pas. C'est vrai que t'as des athlètes là-dessus qui sont vraiment pas au millimètre. Quand tu leur expliques que c'est pour récupérer tout ça, même si c'est un peu pâteux, il y en a, voilà, ils vont te gober ça, il y a aucun problème. Puis d'autres un peu plus sensibles sur le sujet, donc faut trouver des alternatives. J'avais chez AG2R, on bossait avec une boisson de récup qui était pas mal, qui était goût chocolat. Et du coup, bah, certains athlètes, enfin, froide, l'aimaient pas trop, et du coup, la faisaient chauffer. Et donc, au niveau qualitatif, ça a pas trop d'impact. Ça faisait quelque chose, ça faisait une espèce de petite croûte au-dessus parce que les protéines, elles étaient cuites à un minimum au four à micro-ondes. Mais du coup, ça faisait chocolat chaud. Donc, ça marchait un peu pareil, et c'était une stratégie pour que les coureurs puissent la consommer. Donc il y a des tips comme ça qui sont, comme tu dis, ou avec du lait aromatisé, euh, ça peut marcher aussi. et je rebondis sur la partie économique parce qu'on
on l'a abordé plusieurs fois. Donc, on va dire, au quotidien, aller s'entraîner avec des barres et des gels, ça a quand même un coût financier, hein. Quand on voit le prix du gel aujourd'hui à entre 2 et 3 euros le gel énergétique, sur une sortie, il en faut plusieurs. Toi, tu conseillerais quoi à un coureur pour compenser en fait le fait que il va pas forcément acheter des gels pour l'entraînement? Qu'est-ce qu'il peut prendre dans ses poches qui soit facile et aisé à retrouver dans les commerces et s'il veut pas trop cuisiner entre guillemets? Ok. Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, les prix aujourd'hui sont assez. Enfin, pour des gels, je trouve ça quand même assez fou. On est sur, à l'unité sur facilement 2-3 euros sur des gels vraiment de bonne qualité qu'il faudrait essayer de retrouver le plus possible, mais forcément qui sont chers. Moi, je conseille toujours déjà, premièrement, aux athlètes les gels, de les consommer plutôt sur des sorties avec intensité où, on va dire, les besoins en glucides sont plus importants, où il les faut les plus rapidement possible et du coup, les gels sont la bonne solution. Ça permet du coup de cibler peut-être 1 à 2 entraînements par semaine, plus les courses. Ça réduit déjà un peu l'utilisation et donc le coût derrière. Après, il y a des marques aujourd'hui qui proposent pas mal de choix au niveau alimentation du sportif. Je pense finalement très simplement à Decathlon, par exemple, qui sont des marques au grand public, qui sont pas très chères. Où aujourd'hui, on a beaucoup de possibilités pour s'alimenter. On a des pâtes de fruits, on a des barres de céréales, on a des pâtes d'amandes. On a également des espèces de nougat, des choses comme ça qui permettent du coup déjà de participer à la variété, de pas se lasser et qui sont quand même un peu moins chers que des gels énergétiques. Après, il reste toujours l'option cuisine. Moi, j'essaie de recommander au maximum de faire les rice cakes maison parce que c'est très simple, c'est très rapide, c'est très économique. Et puis, ça permet aussi de responsabiliser un peu l'athlète sur le fait qu'il fasse lui-même sa nutrition de l'effort, entre guillemets. Moi, j'estime que ça prend quand même pas beaucoup de temps, donc ça peut être possible quand l'athlète est motivé de le faire soi-même. Et puis, ça permet du coup aussi, une fois qu'il l'a fait, de se dire, bah, je l'ai pas fait pour rien, je vais le consommer. Et ça permet d'éveiller un peu plus aussi tu vois, son sérieux là-dessus, quoi. Ouais, ça va le sensibiliser Ouais. et il va se poser les questions et il va s'intéresser aux quantités de glucides du coup et ça va rentrer dans un cercle vertueux. Après, il est possible sur des sorties longues d'aller un peu plus loin, sur la nutrition de l'effort, de se faire ça peut être des sandwichs salés, mais à base de pain au lait, par exemple, avec du fromage frais, des choses comme ça. On peut se faire des sandwichs un peu plus comme ça, un peu plus élaborés sur les sorties longues. Il existe beaucoup de possibilités aujourd'hui. Il y a du pain d'épices aussi qui marche très bien. Il y a des compotes à boire. Il y a, il y a beaucoup de solutions. C'est vrai qu'à premier bord comme ça, on est beaucoup quand même instruit dans le gel, dans la barre. Donc il faut essayer de se détacher un peu de ces classiques et de se dire qu'au final, typiquement une compote à boire, alors c'est pas tout à fait c'est proche d'un gel en termes de texture. Mais en termes d'apport, c'est pas non plus déconnant par rapport à un gel et c'est beaucoup moins cher. Pour l'entraînement, en tout cas, ça marche très bien. Ouais, au final, on a énormément de possibilités. L'athlète a plein de possibilités à sa disposition. On va rencontrer des athlètes qui vont devenir très rapidement autonomes. Et pour tous les autres, il y a des personnes comme toi qui peuvent les conseiller au quotidien. Donc, tu me disais tout à l'heure, tu avais lancé ton activité d'indépendant. Donc, tu fonctionnes comment globalement et comment les personnes peuvent te contacter s'ils veulent travailler avec toi pour répondre à leurs questions. Ah, effectivement, j'ai lancé mon activité d'indépendant quasiment à la sortie de mes études. Donc, j'ai lancé mon entreprise en tant que diététicien et nutritionniste du sport. Donc, je propose différentes offres pour accompagner le sportif, enfin, pour accompagner les gens et plus globalement le sportif via une certaine offre. Premièrement, j'ai des créneaux de consultation pour voilà, faire une consulte diététique pour le sportif, pour la personne lambda, et puis pour les personnes aussi atteintes d'une pathologie. Parce qu'il faut quand même rappeler que le diététicien nutritionniste de base, il est formé quand même plutôt aujourd'hui quand on voit le contenu des cours pour travailler en milieu hospitalier. Donc forcément, on a quand même des grosses bases là-dessus et qui peuvent nous servir aussi dans le cadre du sport. Donc des consultations où je propose à l'athlète en visioconférence de s'entretenir 1 heure à 1 heure et demie, de faire le tour de son alimentation, de parler de ses problématiques et puis de trouver des solutions. Donc ça peut être très bien un athlète qui aujourd'hui sait pas comment organiser son alimentation à l'entraînement et on peut discuter de ça et puis moi lui construire derrière un plan très théorique mais quand même une bonne indication de la démarche à suivre pour bien s'alimenter à l'entraînement et en compétition par la suite puisque ça se rapproche quand même pas mal.
Donc ça, c'est la première offre. Et puis, je propose un suivi nutritionnel vraiment adapté pour le sportif que j'ai construit. Donc, des formules qui vont d'un suivi de 3 mois à 6 mois, où en fait, l'athlète dispose de tout un tas d'outils pour pouvoir, au jour le jour, personnaliser son alimentation. Il y a vraiment aussi je suis vraiment disponible pour eux 6 jours sur 7. Ça arrive tous les jours, j'échange avec mes athlètes au niveau nutrition pour répondre à leurs questions, pour essayer d'adapter les choses au maximum. Et le but, c'est de les accompagner sur la nutrition à domicile, nutrition à l'entraînement, la nutrition de l'effort, et puis de précisément mettre des choses en place pour aussi augmenter la performance globale de l'athlète. J'aime beaucoup travailler, toi qui es entraîneur, j'aime beaucoup travailler avec les entraîneurs en direct, c'est-à-dire que j'essaye toujours de contacter l'entraîneur en question pour avoir en avance les planifications, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, parce que j'estime que la prise en charge du sportif, elle doit être pluridisciplinaire. Il y a l'entraîneur, il y a le diète, il y a aussi la famille qui rentre aussi un peu en compte dedans. Je sais pas après s'il peut être entouré d'un préparateur mental, d'un préparateur physique. Il y a tous ces professionnels-là. Et du coup, d'essayer de créer du lien pour avoir une espèce de petit staff autour de cet athlète et d'être sûr que de mon côté, la prise en charge, elle est correcte et viable sur le long terme. Donc à ce jour, j'ai déjà quelques sportifs en charge. J'ai 2 triathlètes, j'ai des cyclistes, en majorité des cyclistes quand même. Donc on va dire, c'est vraiment ma gamme. Et puis je vais être amené aussi à faire un peu de course à pied dans le futur. Et t'as pas précisé du coup comment on te Ah contacte? oui, excuse-moi. Alors comment on me contacte? Alors ça peut être très simplement par LinkedIn, par exemple. J'ai Alexandre Med, j'ai un compte LinkedIn, je suis assez actif, donc on peut me contacter par ça. J'ai également créé un compte Instagram au début de mes études et qui en fait m'a suivi tout au long. Le but c'était de sensibiliser le public sur la nutrition et au final c'est devenu une page quand même où je suis assez actif, où j'explique pas mal de choses. Et puis le nom de la page est devenu le nom de mon entreprise. Donc elle s'appelle Alex M pour maître espace diète. Donc ce sera retrouvé également sur Instagram où là pareil, vous pouvez c'est quasiment là où tous les sportifs passent, m'envoie un message directement et puis on peut commencer à échanger. J'ai également un site internet qui est en toute fin de construction, donc qui devrait être actif fin de semaine ou au moins début janvier, où du coup là vous pourrez globalement retrouver l'offre, les prix et puis avec un petit questionnaire pour vous présenter et si vous voulez vraiment commencer un suivi, que je puisse en apprendre davantage sur vous pour voir si c'est vraiment le suivi vraiment il sera vraiment viable et efficace sur le long terme parce que des fois pour certains sportifs j'estime que les suivis sont pas forcément très performants et mon but c'est pas non plus de faire du travail dans le vide, donc il y a tous ces liens de communication qui existent aujourd'hui. Bon, dans tous les cas, je remettrai les liens de tes réseaux sociaux dans la description. Ok. Je te remercie d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes différentes questions, interrogations. Si toi, tu as quelque chose à rajouter qui te paraît important et que j'ai oublié, surtout, profites-en, c'est le moment. Ok. Non, bah déjà, je tenais à te remercier Maxime aussi pour ce petit podcast qui est très sympa. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de diététiciens, de nutritionnistes qui prennent la parole pour vraiment sensibiliser les gens au fur et à mesure. Et donc, j'étais content aujourd'hui de pouvoir aussi ajouter mon discours au leur. Après, si j'avais quelque chose à dire pour finir, je dirais que la nutrition, c'est vraiment quelque chose qui se construit sur le long terme quand on est sportif et qu'on veut qu'elle nous serve dans nos performances. Donc surtout, ne pas bousculer nos habitudes du jour au lendemain, y aller progressivement, ne pas hésiter aussi à se faire accompagner, d'échanger avec les entraîneurs, les diètes qui ont les connaissances appropriées. Il est indéniable qu'aujourd'hui, ça vous aidera à être plus performant dans le futur si la nutrition est appliquée de manière rigoureuse. Merci à toi. Moi, c'est vraiment le type de podcast que je voulais faire. C'était quelque chose qui amène de la pédagogie, de la réflexion, de ne pas donner des trucs que la tête doit faire bêtement. Le but, c'est vraiment qu'il soit partie prenante de tout ça. Et je pense que ça va éveiller des curiosités. Et c'est vraiment l'aspect que je voulais donner à ce podcast. Bah, c'est Donc, top. merci à toi. On avait le même objectif, donc je t'en prie, merci à toi aussi. Et puis encore, c'était vraiment cool encore de pouvoir faire ce petit podcast à ce sujet. Merci à toi. Ciao.
Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Donc, comme je l'ai précisé pendant le podcast, vous pourrez retrouver tous les liens des réseaux sociaux d'Alexandre dans la description, sur YouTube, sur Spotify ou sur Apple Music. Si vous souhaitez approfondir le monde de la nutrition, je vous invite à découvrir ou redécouvrir la formation que Mathieu a sortie sur la nutrition et la performance en cyclisme. Et bien entendu, vous pouvez retrouver toutes les formations, tous les articles sur le blog, donc sur le site internet de Cyclisme Performance, cyclisme-performance.com. À la prochaine!